Les états du fluide frigorigène dans une chambre froide. Les lunettes à rayons X et infrarouges que nous avons mises au point vont te permettre de voir le comportement d'un fluide frigorigène au travers des tuyauteries et des éléments qui constituent un circuit frigorifique. Je vais te présenter comment apparaîtront les différents flux thermiques. Sois attentif. Signature thermique du fluide frigorigène en partie HP. Vapeur de fluide très chaude à haute pression. Vapeur de fluide désurchauffée à haute pression. Mélange vapeur et liquide de fluide en condensation à haute pression et température de condensation. Fluide liquide possiblement sous-refroidi. Signature thermique du fluide frigorigène en partie BP. Mélange liquide et vapeur de fluide en évaporation à basse pression et température d'évaporation. Vapeur de fluide à basse pression, possiblement surchauffée. Signature thermique des flux d'air au niveau des échangeurs. Air tiède, air frais, air glacé. Ok, je suis prêt. Très bien. Alors c'est parti. Quand l'installation fonctionne, le compresseur aspire les vapeurs sèches surchauffées de fluide frigorigène à basse pression et basse température en provenance de l'évaporateur. Il les comprime et les expulse à haute pression et haute température au travers de sa vanne de refoulement. Les vapeurs cheminent dans la tuyauterie de refoulement. Dans le condenseur, le fluide va passer par 3 étapes où il va céder sa chaleur à l'air ambiant plus frais, mis en mouvement par un ventilateur. Pendant la première étape, les vapeurs de fluide se désurchauffent pour arriver à la température de changement d'état. À partir de ce point, ou plutôt de cette température, la chaleur prélevée par l'air ambiant aura pour effet de liquéfier le fluide sans changer sa température. C'est d'ailleurs ce phénomène que l'on appelle température de condensation et que les frigoristes cherchent à lire sur leur manomètre HP. Ce n'est qu'à partir du moment où le fluide est totalement liquide qu'il va de nouveau se refroidir. C'est la phase de sous-refroidissement que les frigoristes mesurent en comparant la température de condensation lue au manomètre HP à la température du fluide sous-refroidi qu'ils relèvent sur la tuyauterie de sortie du condenseur avec un thermomètre à contact. Maintenant, le fluide pénètre dans la bouteille réservoir de liquide où tu peux voir le niveau de fluide liquide en partie basse. Puis il va passer par la vanne départ liquide et la ligne liquide. Il passe par le filtre déshydrateur, le voyant liquide, la vanne électromagnétique. Il se présente enfin à l'entrée du détendeur. Sa température sera peut-être légèrement plus froide que quand il est sorti du condenseur. C'est ce que les frigoristes appellent le sous-refroidissement total. Sa pression ne devrait quasiment pas avoir changé, car les lignes liquides des petits systèmes frigorifiques sont conçues pour n'occasionner que très peu de perte de charge. En parlant de perte de charge, le fluide va en subir une extrême en passant par la buse du détendeur thermostatique, ce qui provoquera instantanément une forte chute de pression et la vaporisation d'environ 20% du fluide à une température d'évaporation très basse. Les frigoristes pourront connaître ces pressions et températures d'évaporation en lisant leur manomètre BP. C'est donc un fluide en ébullition qui va traverser l'évaporateur. L'air de la chambre froide, mis en circulation au travers des tubes et ailettes de l'évaporateur, va céder un peu de sa chaleur et ainsi entretenir l'évaporation du fluide frigorigène à chaleur constante de vaporisation. Avant de quitter l'évaporateur, le fluide frigorigène aura complètement fini son changement d'état. Sa température va de nouveau pouvoir augmenter. On dit que les vapeurs sèches du fluide commencent alors à surchauffer. C'est d'ailleurs cette surchauffe que le bulbe du détendeur doit mesurer à la sortie de l'évaporateur et que les frigoristes appellent la surchauffe utile.
Le fluide est à présent acheminé jusqu'à la vanne d'aspiration compresseur. De même que pour la ligne liquide, les faibles longueurs des lignes d'aspiration des petits systèmes frigorifiques n'occasionnent que de très légères baisses de pression dues aux pertes de charge et une très faible surchauffe additionnelle que l'on appellera la surchauffe totale. Et voilà, le fluide retourne dans le compresseur où il repartira pour un nouveau cycle jusqu'à ce que la température de la chambre froide soit atteinte. Tu peux aussi observer le transfert thermique subi par l'air lors de son passage au travers des tubes et ailettes des échangeurs de chaleur. Au niveau du condenseur, tu peux voir que l'air aspiré derrière le condenseur a une signature thermique plus faible que l'air qui en sort par devant. L'air s'est donc réchauffé en captant une partie de la chaleur du fluide qui circule dans les ailettes du condenseur. Et c'est ainsi qu'une climatisation réchauffe l'air des maisons. Au niveau de l'évaporateur, tu peux voir que l'air aspiré en partie haute a une signature thermique plus forte que l'air qui en sort par le bas. L'air s'est donc refroidi en cédant une partie de sa chaleur au fluide qui circule dans les ailettes de l'évaporateur. Et c'est ainsi que l'on refroidit l'air des chambres froides. Et oui, on ne fait pas du froid, mais on retire de la chaleur. Prêt pour l'entraînement? Saurez-vous expliquer les états du fluide aux différents points qui apparaissent? Donnez vos réponses en commentaire.